Alors, merci beaucoup Anastasia. Je m'appelle Christian Mati. Je suis responsable recherche à EIT Climat. Cela fait plusieurs années que je réfléchis à l'équilibre entre politique, développement de politique publique, innovation économique. Et dans le cadre de ces travaux, nous avons réfléchi au développement des compétences qui doivent être développées au niveau systémique. Ma présentation sera délibérément provocante et je vous parlerai des défis qui nous attendent. Je vous donnerai d'ailleurs un cas concret des attentes liées à cet avenir qui arrive rapidement. Donc, le grand défi ici, c'est de comprendre ce que veut dire innovation systémique et de réussir donc une innovation qui soit inclusive et repose sur une véritable transformation sociale. Donc, qu'est-ce que veut dire innovation systémique dans le cadre du verdissement et de la numérisation? Diapo suivante. Nous avons l'habitude d'avoir un certain type d'échange, mais ce qui prévaut, c'est une logique de silo. En fait, il y aura une discussion sur le climat, un débat sur le développement industriel, l'innovation. Tous ces sujets, quelque part, mènent des débats chacun dans leur coin. L'énergie et le secteur de l'énergie et le secteur agricole étaient considérés comme des domaines spécialisés. Dans le cadre de l'innovation systémique, il faut en fait faire que ces différents domaines se parlent et qu'on réfléchisse bien mieux à la manière dont ils sont liés. Il s'agit donc de s'intéresser désormais à la transversalité. Quelles sont les possibilités que nous avons? Eh bien, il y a un fort soutien de l'ensemble de la société en faveur de l'innovation systémique. Il y a une forte réflexion sur la manière dont nous travaillons. La spécialisation intelligente dont nous avons parlé plus tôt en est un excellent exemple. Alors, comment pouvons-nous mieux comprendre quels sont les atouts dont nous disposons et comment pouvons-nous faire en sorte que cela soit mis au service, que ces talents soient mis au service de l'économie régionale? Eh bien, la numérisation, l'économie circulaire est un sujet qui est dans toutes les bouches. Mais l'économie circulaire exige précisément que l'on reconnecte des éléments qui existaient côte à côte sans se parler. Et puis, le dernier pilier, c'est l'économie numérique. Et là, bien sûr, il y a un aspect connaissance. Pour réussir tout cela, il, nous ne pourrons pas compter sur une pensée magique. Les choses ne se feront pas sans que nous réfléchissions à la manière de le faire. D'où ce prototype qui s'affiche maintenant à l'écran. Le développement de prototypes, c'était quelque chose qui était perçu comme un peu abscon, mais maintenant, c'est en fait vraiment d'actualité parce que c'est ainsi que nous réussirons à avoir une approche véritablement transformative. La réalité, c'est que, en fait, il y a un vrai risque. Si nous n'incluons pas celles et ceux qui doivent faire partie de la discussion, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ne pas avoir les ressources humaines nécessaires est quelque chose qui aura vraiment des conséquences sur les transformations que nous envisageons. Et donc, quand on parle d'innovation systémique, il faut que aucun composant et personne ne soit laissé de côté. Diapositive suivante. Eh bien, nous avons maintenant une gouvernance multiniveau. Il y a les ODD, il y a l'accord de Paris, il y a le pacte vert, et tout cela, toutes ces dynamiques doivent pouvoir travailler ensemble, aller dans la même direction.
Ce sont des choses, et depuis 10 ans, on, discute justement de la manière dont la gouvernance, multiniveau peut être organisée efficacement. Cela fait partie du défi relatif à l'innovation systémique. Donc, est-ce que nous pouvons simplement nous contenter d'avoir, les mêmes compétences pour, faire face à ces défis? Eh bien, la réponse est assez certainement non. Diapositive suivante, si vous voulez bien. Alors, je dois vous avouer, Christian, que vous devez en venir à votre conclusion. Bien, alors, nous devons en fait penser au-delà des outils numériques. Nous devons remettre les citoyens au cœur de la transformation et puis nous devons intégrer l'approche systémique. Il faut qu'il y ait une transversalité entre secteurs industriels, entre ministères et entre niveaux de gouvernance. C'est comme cela que nous pourrons élaborer de nouvelles pratiques adéquates aux transformations que nous envisageons. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin et c'est la note de provocation dont je vous parlais. Afin de mieux comprendre comment nous pouvons produire un savoir utile, nous devons réfléchir à ce qu'est en fait un savoir pratique et utile. Comme vous le voyez, il y a là une interconnexion entre nouvelles compétences. D'ailleurs, cela m'a frappé quand, lors du panel précédent, vous avez parlé de l'exploitation des données au service de, la, spécialisation intelligente. Donc, les données permettent de prendre des décisions, mais elles permettent également d'envisager de nouvelles actions. Donc on peut dire que le défi va bien au-delà d'une simple recombinaison de ce que nous savons. Non, il s'agit vraiment, d'un saut quantique et c'est comme cela que nous pourrons être véritablement innovants à un niveau systémique. Il faut bien comprendre tous les avantages que peut nous apporter l'économie numérique et l'économie numérique, c'est quelque chose qui renforce l'accessibilité des données, non seulement pour nos concitoyens, mais aussi pour les entreprises et pour le secteur de la formation. J'espère que cela pourra vous inspirer des pensées qui vous permettront d'avancer et que cela contribuera utilement à la discussion quant à la numérisation et au verdissement. Merci beaucoup Christian pour cette, présentation vraiment extrêmement utile. Vous avez mis au centre l'interconnexion, la collaboration, l'importance des données et la manière dont les, instances, gouvernementales et les autres parties prenantes peuvent travailler ensemble. Nous donnons maintenant la parole à Maria José, qui va nous parler de Technica. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu quelques difficultés techniques avant et j'espère donc que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Je vous salue au nom de Technica et je vous remercie de me donner l'occasion de partager mon travail consacré à la durabilité. J'aimerais remercier les organisateurs de ces deux formidables demi-journées et de me donner la possibilité de vous parler du travail que nous faisons à Technica. Technica est un centre qui reçoit le soutien du vice-ministre de la formation professionnelle du gouvernement basque. Donc, nous nous spécialisons sur le développement de centres de formation professionnelle et vous voyez dans la première diapositive que nous avons divers départements. Il y a le développement des systèmes intelligents, il y a le développement de l'apprentissage et de la performance. Nous avons également
un département qui est consacré à l'application de l'innovation dans des domaines techniques. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous appliquons l'innovation, nous mettons en lien l'innovation et la formation professionnelle et nous cherchons à faire bénéficier les entreprises, les PME. L'idée est de transférer tout le savoir qui est fabriqué à Technique au sujet de la formation professionnelle pour en faire bénéficier l'ensemble de la région basque. Diapositive suivante, si vous le voulez bien. Encore une. Merci. Donc, notre but principal, notre objectif principal, c'est le développement humain durable. Il peut être défini en 3 mots. Nous voulons un monde meilleur. La formation est clé à faire advenir l'avenir, un monde meilleur. Donc, nous utilisons la technologie, mais nous voulons l'appliquer de manière responsable, puisque nous nous sentons responsables de l'état de la planète que nous transmettrons à nos enfants et vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Je vous ai parlé donc de 3 domaines de travail à Technica. Comme vous le voyez, le premier domaine de travail, c'est l'agroalimentaire ainsi que les environnements naturels et maritimes. Ici, nous travaillons au sein d'un réseau de bioéconomie appliqué à la formation professionnelle. Nous avons un projet multidisciplinaire qui inclut les étudiants et les formateurs de différentes entités. Alors, comme vous le voyez, nous incluons l'utilisation de drones, l'économie circulaire et d'autres éléments encore. Deuxième pilier, au milieu, il s'agit donc du BTP durable. C'est vraiment le BTP au sens large. Il s'agit de bâtiments verts et des applications électroniques et de l'électricité. Tous ces différents sous-secteurs travaillent en synergie pour développer des bâtiments plus respectueux de l'environnement. Et troisième pilier, enfin, vous voyez que c'est ici le lien entre la santé et la biotechnologie. Donc, la biotechnologie est au centre de ce troisième pilier. Il s'agit ici d'améliorer le bien-être de la population. J'aimerais maintenant passer à des exemples concrets. Alors, diapo suivante, vous verrez ce sur quoi nous travaillons avec les étudiants. L'animatrice dit qu'il reste 1 minute pour cette présentation. Alors, vous voyez ici une école de cuisiniers, l'agroalimentaire. Vous voyez que tout le monde travaille ensemble. Et ici, au centre, l'image au milieu, vous voyez que ce sont justement différents spécialistes dans le secteur des BTP qui se réunissent. Nous avons développé un prototype de petite maison et les spécialistes, les experts dans ce domaine viennent parler à nos étudiants et ce que nous voulons, c'est développer la durabilité dans un esprit d'équipe. Diapo suivante. Alors ici, vous voyez donc qu'il s'agit de bois. La production de bois grâce à l'exploitation de forêts locales et à travers donc la formation professionnelle. Nous cherchons à développer tous les maillons de la chaîne de valeur avec une perspective à long terme afin de rendre l'industrie du bois plus respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup. C'était vraiment une présentation fascinante et je remercie beaucoup. J'invite nos participants à contacter Technica afin qu'ils puissent partager ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils puissent coopérer ensemble. Je donne maintenant la parole à Suzanne. Bonjour à tous.
Je me réjouis de poursuivre la conversation après l'atelier, après la pause café, donc où nous nous pencherons sur le numérique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à traiter et nous allons également pouvoir apprendre de nos participants comment ils souhaitent coopérer en la matière. Alors, j'aimerais maintenant passer à notre prochaine session, l'entrepreneuriat. Alors, ce secteur n'était pas listé dans le formulaire d'inscription pour la conférence, mais ce sera toutefois un secteur prioritaire. Et les participants, après la pause café, ont signalé leur intérêt de faire partie pour ce groupe de discussion. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Mariana, qui va modérer la prochaine discussion. Maria Victoria, à toi la parole. Suzanne, good morning Merci, everybody. I'm very Suzanne. happy to be here with you. Je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Passons Passons directement What is it à about? l'entrepreneuriat. How is it different from what we know? Of course, Entrepreneurial Training Center. En quoi ce centre de formation de l'entrepreneuriat est différent de ce que nous connaissons? Entrepreneurship Ce concept puis son inspiration has to do with business dans l'entrepreneuriat en tant que compétence clé. is very much in line with innovation, with creativity, and with Et making cela a trait à l'innovation, la créativité of everybody in the society. et à faire émerger de la valeur des idées de tout un chacun au sein de la société. Les jeunes, les entreprises, les gouvernements, ce ne sont pas seulement les entreprises qui sont créatives et innovantes. Elaborating too far for Non. now on theoretical Sans en terms, dire davantage, j'aimerais que l'on se tourne vers un pays qui a mis en place un tel concept. Et je vais donner la parole à la Tunisie, où, il y a 2 ans, main dans la main avec le ministère de l'enseignement et la formation professionnelle, nous avons lancé une approche visant à consolider l'entrepreneuriat au sein d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle. J'aimerais dire à notre collègue Mustapha de l'Agence pour la formation et l'enseignement professionnel en Tunisie de nous expliquer pourquoi la Tunisie a opté pour cette approche. Alors, je vais maintenant donner la parole à Mustapha. Et je vous invite également à regarder le chat qui vous donne davantage d'informations sur l'approche adoptée en Tunisie. Mustapha, la parole est à toi. Oui, merci. Bonjour. Merci, Bienvenue. bonjour tout le monde. Merci Maria Victoria d'avoir présenté de cette manière l'expérience que nous sommes en train de mener en Tunisie. Nous sommes dans les premiers pas de développement du concept de centre entrepreneur. Je voudrais tout d'abord mettre l'accent sur le fait que ce concept-là interpelle la dimension humaine de l'organisation. Nous avons essayé de dépasser la performance au sens arithmétique du terme et aller vers la performance dans sa globalité, dans une conception holistique de la performance, en considérant l'organisation comme plutôt un être humain qu'un ensemble de structures. C'est pour cette raison que nous avons utilisé le référentiel ou Entrecamp, qui parle plutôt de compétences pour les individus, et on a essayé de les transposer sur l'organisation. Et nous avons en plus travaillé dans une logique de co-création. Eline pourra peut-être par la suite et sûrement parler du processus de co-création qui a rendu les centres plus conscients de cet aspect entrepreneurial. Et donc, c'est l'aspect le plus innovant, je dirais, ou le plus original du cadre de référence que nous sommes en train d'élaborer, le cadre de référence de centre entrepreneur.
Maintenant, pourquoi la Tunisie s'est engagée dans ce processus? Il faut dire que depuis 2015, nous travaillons avec ETF sur le développement de l'esprit entrepreneurial. Une minute, Mustapha, encore une minute. Oui. Ah, d'accord, encore une minute. Donc, nous travaillons avec ETF depuis 2015 sur le développement de l'esprit entrepreneurial. Nous avons développé tout un processus et nous considérons que ce processus doit être couronné par la mise en place et la création d'organisations entreprenantes. Donc, il ne suffit pas d'investir dans les formateurs, les apprenants, etc., mais il faut aussi arriver vers des organisations entreprenantes. Il faut dire aussi que depuis 1995, nous travaillons sur l'entrepreneuriat dans la formation professionnelle. Et pour consolider tout cet effort-là, il faut rendre plus visible l'entrepreneuriat en labellisant les centres de formation professionnelle et en faisant des centres locomotives dans leur écosystème entrepreneurial. Et pourquoi pas rendre nos centres des éléments moteurs dans la création de la valeur sur leur territoire. Et enfin, je lancerai peut-être un défi pour la Tunisie concernant l'organisation de ces centres entrepreneurs, c'est de transformer leur gouvernance qui est maintenant axée uniquement sur les employeurs et les représentants des syndicats vers une gouvernance plus démocratisée en s'ouvrant sur la société civile, les jeunes, les institutions de financement, la société civile et tout autre partenaire qui sont partie prenante dans la création de la valeur sur le territoire, lieu d'implantation des centres de formation. Désolée, Mustapha, oui. Je suis là dans une situation très difficile. On va continuer tout à l'heure dans les centres, dans les groupes de travail. On ira beaucoup plus en détail sur l'expérience tunisienne en particulier et sur comment aller de l'avance. Merci, Mustapha. Merci beaucoup. Merci. Elina, so we move now to what we did in Tunisia. Nous pouvons maintenant nous inspirer de ce qui a été fait en Tunisie pour notre partenariat dans le cadre des centres d'excellence professionnelle. Donc, j'aimerais donner la parole à Eline. Comme Mustapha l'a dit, on travaille dans un cadre de co-création en Tunisie. Eline, qu'avons-nous fait en Tunisie? Quelles sont les dimensions principales d'un centre d'enseignement et de formation professionnelle lié à l'entrepreneuriat? Merci. Oui, merci Victoria. J'étais ravi de participer à ce projet. Tout cela avait trait à la nécessité de démystifier les différents éléments liés au renforcement dans l'entrepreneuriat au sein d'un centre d'EFP, enseignement et formation professionnelle. Donc, nous nous sommes penchés sur les différents centres d'EFP au sein de la Tunisie, centres soutenus notamment par le gouvernement. 100% online, et nous avons mis en place un système de co-création en ligne. C'était le début de la pandémie. Donc, nous avons mis en place des réunions de co-création en ligne couvrant toute la Tunisie afin que nous puissions identifier ceux que ces acteurs estimaient être les éléments clés pour renforcer l'entrepreneuriat au sein de nos centres d'EFP. Donc, tout le monde a dit qu'il s'agissait ici d'engager les individus, les humains, qu'il fallait les former, les impliquer, les rassembler pour qu'ils nous disent, eux, comment ils voient l'entrepreneuriat au sein d'un centre d'EFP. Donc, on voit ici ce cercle à l'écran. Et on voit qu'on se concentre sur le leadership et les équipes de direction, mais on se penche également sur les acteurs, les parties prenantes, l'écosystème. On se penche également sur le personnel, pas seulement les formateurs, mais également l'équipe pédagogique ou administrative. Et on se penche également sur les apprenants. Et nous avons compris qu'il s'agissait
pour eux de réellement se rassembler, de comprendre ce qu'étaient leurs capacités et d'aller vers le développement de l'entrepreneuriat au sein d'un centre d'EFP. Il s'agit également de mettre en place une culture inclusive au sein des entreprises où chacun s'écoute mutuellement. Chacun se penche ensemble sur la façon dont on peut se montrer plus entreprenant, dont on peut générer des revenus, dont on peut soutenir différents acteurs. Il s'agit également d'être partenaire au sein d'une entité nationale ou régionale, mais également se pencher sur la conception même des programmes, l'évaluation résultant de ces programmes. Car, en fin de compte, dans les centres d'EFP, eh bien, il s'agit de soutenir les apprenants pour qu'ils puissent prospérer sur le marché et pour que ces systèmes de formation et d'enseignement puissent prospérer sur le marché et au sein du pays. Donc, il faut pour cela réfléchir à nos pédagogies et faire en sorte que nous écoutons la voix des individus qui font partie de ces institutions. Puis, il faut que ces individus puissent être formés afin qu'ils dispensent des cours liés à l'entrepreneuriat au sein de ces institutions. Encore 10 secondes. Puis, il y a les apprenants. Il s'agit de développer les apprenants et leur aider à comprendre la puissance de leurs connaissances. Et enfin, elles puissent réellement comprendre leurs capacités tout au long de la carrière. Et tout cela, c'est la clé pour le développement de l'entrepreneuriat au sein de centres d'EFP. Alors, Eline, désolé, on a été un peu rapidement, mais au sein du groupe de travail, il y aura davantage on en discutera en détail. Mais ce schéma nous donne un peu une idée de l'approche holistique que nous avons développée entièrement virtuellement l'année dernière. Aussi pour la Tunisie. Mais que pouvons-nous faire de plus, notamment dans le cadre du réseau d'excellence de l'ETF? Pour ce faire, j'aimerais donner la parole à Dana Redford, qui est consultante en entrepreneuriat avec une spécialisation en technologie. Alors Dana, on a entendu parler du système tunisien, mais que pouvons-nous faire de plus? Well, good morning to everybody, and I just wanted to thank the ETF. Merci à tous. J'aimerais remercier l'équipe de l'ETF. J'estime que c'est un échange extrêmement fructueux qui a lieu en Europe. Donc, José Manuel, merci beaucoup pour le travail. Maria Vittoria, merci pour ton travail. Yorgos, merci pour ton travail également. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Il y a d'excellentes pratiques en Europe qui peuvent être diffusées. Donc, il y a les Pays-Bas avec Baudouin, Huissier, en Italie avec Paolo Nardi. Je pense que nous pouvons tirer de nombreux enseignements de ces bonnes pratiques, notamment de l'expérience en Tunisie, mais également de ce que font d'autres pays en Europe. Je pense qu'il faut reconnaître l'importance de l'étudiant, de l'apprenant. Il faut réfléchir à la position de l'apprenant. Il faut que l'apprenant, l'étudiant et l'employeur réfléchissent à la façon dont on peut articuler la valeur autour de l'apprenant, autour de l'étudiant. Alors, le Covid a donné lieu à des expériences intéressantes en matière d'apprentissage en ligne. Et ça, je pense que les centres d'excellence professionnelle se penchent sur cet élément, sur cette interaction entre les acteurs locaux et l'entrepreneuriat.
En outre, il faut également changer la façon dont les enseignants enseignent. Passing through each step and trying to become better in Et each moment. il faut In terms of que chaque étape soit bien articulée. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat au sein des centres de l'EFP, eh bien, on a parlé d'écosystème, on a parlé de l'implication des acteurs sur les personnes qui peuvent jouer le rôle d'ambassadeurs, notamment les personnes qui vont être rassembleuses. Et Lynn en a parlé, et Mustapha aussi. Puis il faut réfléchir à notre récit. Notre récit est essentiel et il nous permettra d'attirer davantage d'apprenants, d'étudiants, d'enseignants et d'institutions. Puis il faut s'attendre à l'inattendu. Et il arrive même que ce soit des enseignants qui deviennent plus entreprenants. Et donc, je pense vraiment que nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de l'expérience en Tunisie. Merci, Dana, et merci à tous les panélistes pour ces interventions très courtes. Nous allons poursuivre cette discussion au sein de l'atelier. Is that entrepreneurial Bike centers are about changing the culture in the centers and ce que je retire de cet élément, c'est qu'il faut changer l'approche, mais pour tout le monde, pour les enseignants, pour les directeurs de centres d'EFP, pour mieux s'articuler autour de l'étudiant et de l'apprenant. Et il faut également réfléchir à différents types de gouvernance. Les employeurs jouent un rôle important, mais la société civile doit également jouer un rôle prépondérant. Donc la gouvernance est également un des aspects importants au sein de ces centres de FP. Et il faut également développer des méthodes d'évaluation qui permettent d'évaluer l'entrepreneuriat en tant que compétence clé. Merci beaucoup à tous et on se voit plus tard au sein du groupe de travail. Suzanne, à toi la parole à nouveau. Merci à tous. Merci aux orateurs et aux oratrices d'avoir partagé leur expérience et des éléments qu'il faut mettre en place pour encourager l'entrepreneuriat au sein de centres d'EFP. Alors, je pense que l'on devrait passer directement à la troisième et dernière partie de cette session. Un nouveau secteur qui va faire l'objet d'une inclusion au sein du réseau d'excellence de l'ETF. Donc, les centres d'excellence professionnelle pour l'inclusion sociale. Et donc, je donne la parole à ma collègue Lida. Bonjour à tous, bonjour de Tel Aviv. Voici une plage de la Méditerranée aujourd'hui. Il y a une tempête à Tel Aviv, mais pourtant le printemps arrive. Merci de nous donner la possibilité de parler d'un élément crucial. Parler de l'excellence et de l'inclusion sociale pour les centres d'EFP dans les centres-villes, mais également dans les banlieues. Nous savons que les centres-villes et les périphéries souffrent davantage par bien des aspects. Israël est une nation start-up, avec une culture start-up. Et ce fut un véritable défi pour nous. Il fallait que nous puissions garder espoir pour aider ces régions centrales des villes, mais également les banlieues. Et tout particulièrement dans les banlieues, nous avons cherché à nouer des relations entre ces écoles basées ici et le secteur de la haute technologie. Et nous avons rassemblé les mentors, les enseignants et les acteurs du secteur de la haute technologie, les acteurs des startups. Et nous avons continué à gérer nos centres d'innovation et nos enseignements et d'enseignement avec les étudiants en petits groupes afin de pouvoir toujours préserver les rêves de ces jeunes et de leur permettre de surmonter la crise du Covid.
This is a really big initiative in the inner city and periphery. Those students who can really dream and put Donc, up il fallait some vraiment pouvoir aider ces jeunes étudiants à développer leurs projets. to social challenges. Des projets qui ont souvent trait à surmonter les défis sociaux. Mais il a également fallu travailler avec les enseignants pour changer leur rôle, qu'ils soient des mentors sociaux, des mentors d'enseignement, mais également des passeurs d'espoir pour les jeunes. Hello, hi Lida. Bonjour, Thank you very much. Hi everybody. bonjour à Yeah, tous. a couple of slides just to Alors, share j'ai juste what we're doing in our GIVE project. As you see from the quelques slides based on the à vous experience partager of pour some vous donner d'informations sur le projet GIVE. uh, where the main idea is that L'idée, c'est que a vet center cannot be inclusive if it doesn't provide an un excellent centre d'EFP ne peut pas être inclusif s'il is not excellent if n'est pas excludes excellent, et vice-versa. Un centre ne peut pas être excellent s'il n'est pas inclusif. is, first of all, based Alors, on qu'allons-nous our faire? to consolidate this experience into practice. Il s'agit de concrétiser nos expériences, de les transformer en bonnes pratiques qui As you peuvent être showed, diffusées en Europe et au-delà. 5 European countries involved, but also Tunisia and also Belarus. And the Vous l'avez main vu, il y a plusieurs pays impliqués, dont la Tunisie et le Bélarus. we mean inclusion not only for people with disability or learning disability, but also Il with s'agit d'inclure des personnes avec des handicaps d'apprentissage ou des handicaps physiques, mais également tout autre type de handicap. at the center. The L'idée, learner c'est de mettre l'apprenant, l'étudiant au centre. Et pour cela, il faut modifier notre approche. a more holistic TVET provision, and at the same time to involve all Et the d'avoir to provide une meilleure prestation de service. training. So it means to work at least at 3 levels. Il s'agit donc de travailler à 3 différents niveaux, donc le niveau didactique et pédagogique. Il n'y a pas de solution unique. Donc il faut Personalization. sortir des sentiers battus. Il faut personnaliser nos projets, nos programmes. Il faut écouter les individus. Il faut travailler sur nos compétences socio-émotionnelles. We have to educate people, not just train future employees. Il faut But to do that, éduquer des individus et pas simplement former de futurs employés. concrete level, we need to change the Mais pour mindset faire cela, of TVET leaders. So we need to change TVET il faut centers. changer l'état d'esprit des leaders de centres d'EFP. Flexible, agile organizations open to Donc, hybrid. il nous faut des organisations plus flexibles, plus agiles, ouvertes à des solutions hybrides. ETASI model in the Basque Donc, il Country, faut des modèles école-entreprise, in our school Cometa, and so on and so forth. Finally, comme government on le fait au sein de Cometa. Puis, il y a la gouvernance. vision to activate learning. Donc, il faut passer d'une vision axée sur l'école à un écosystème d'apprentissage. Research Il faut de nouveaux partenariats parmi tous les acteurs afin de repenser la prestation de formation. Donc, c'est ce que nous faisons au sein de notre projet GIVE. and shared with other Il s'agit de créer des outils qui peuvent être partagés avec d'autres centres scientific framework. And of d'EFP course, en Europe et au-delà, avec une bonne base scientifique. Il s'agit également de créer une plateforme, une communauté de pratique pour toutes les personnes intéressées par cette approche inclusive.